Les gens, bonjour, bonjour. Bon, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un bijou de technologie. Un indispensable qui ne paie pas de mine, mais que nous utilisons au minimum 10 fois par jour. Donc, c'est un dispositif qu'on a chez nous, dans la voiture, dans la rue, partout, soit même sans le mettre en fonction, il est utilisé chez nous. Je vais parler bien sûr du relais électromagnétique. Donc, dans mon cas, ça sera le contacteur, puisque entre les petits relais électroniques qu'on trouve sous les cartes, bon, il y a encore beaucoup plus petits que ça, et les relais, les contacteurs de puissance, la grande différence qu'il y a, c'est par rapport à la puissance du circuit de charge et celle du circuit de commande, puisque avec des petites commandes, on peut faire basculer de grosses charges, c'est-à-dire du gros moteur, de grosses résistances, ou par exemple, dans ce cas-là, c'est un moteur de broyeur boulet dans une usine d'orpaillage. Donc, je vais vous montrer de quoi est constitué un contacteur, ce qu'il y a dedans, son fonctionnement de A à Z. Le boîtier. Le boîtier, bien évidemment, il doit être fait de matériaux isolants et aussi résistants, puisque bon, il va embarquer toute la technologie. Pour cela, on va utiliser des matériaux isolants tels que le polyester, le polycarbonate, le nylon 6 avec 6 atomes de carbone, de la bakélite et du plastique thermodurcissable. Ensuite, il doit avoir une certaine résistance mécanique, IK, le fameux test d'énergie avec le marteau, puisqu'on fait monter un marteau à une certaine hauteur avec un certain poids et on lâche dessus et on vérifie à quel moment que la force du marteau détruit le contacteur et pouvant mettre en danger la vie de l'utilisateur. Ensuite, il doit avoir une certaine IP, un disque de protection, c'est-à-dire contre les solides et les liquides. Dans mon cas, ça sera un contacteur IP2X, ce qui signifie que si j'essaie de mettre mon doigt où est-ce qu'elle est partie sous tension, mon doigt ne pourra pas toucher, puisque 2 dans IP2X, ça signifie empêche l'introduction de solides supérieurs à 12 mm. OK, et X parce que bon, il n'est pas fait pour aller dans l'eau, puisqu'on sait qu'avec les disques de protection IP6 et 66, IP44, ça dépend du domaine d'application. Ainsi, par exemple, IP avec un 6 à la fin, IP, c'est-à-dire qu'il peut supporter l'immersion. Après, on fait des tests pour machin avec le paquet d'eau, avec en pluie à 60 degrés, avec un Karcher, donc ils vont, pas Karcher, on va acheter un avion haute pression, donc ils vont avec une lance et puis ils envoient pour voir à quel moment l'eau pénètre dans le boîtier. Dans mon cas, lui, pas du tout. Il est que IP2X. Les contacts. À savoir que mon contacteur est constitué de contacts fixes qui sont solidaires à la partie fixe haute de mon contacteur. Ce sont des contacts avec des vis à étrier qui vont recevoir l'alimentation ainsi que le départ vers la charge. Ces vis ont un certain couple de serrage puisque le constructeur nous dit que pour serrer ce câble-là, je dois utiliser entre 1,6 et 1,9 Nm en utilisant un tournevis dynamométrique ou une clé dynamométrique. Au niveau de mon circuit magnétique mobile, je me retrouve avec 3 contacts de puissance et un contact de commande. À ne pas utiliser ce contact-là, le 1314, pour la puissance, puisque au niveau des contacts, il y a un calcul qui a été fait en fonction de la charge et aussi du pouvoir de coupure, qui va de l'ordre de 10 kA. Le pouvoir de coupure, c'est-à-dire qu'au moment de l'ouverture de mon circuit, ça va générer un arc électrique. Et cet arc électrique-là, s'il n'est pas coupé, le courant continue de circuler. Donc, pour cela, on utilise des matériaux anti-arc, tels que le cuivre, le bronze ou bien le laiton. Au niveau du contact, on va rajouter des ressorts de pression pour augmenter la pression de contact. Ainsi qu'au niveau de mon circuit magnétique mobile, on va rajouter un ressort de rappel qui va ramener le circuit magnétique à sa place, ainsi que les contacts. Au niveau des contacts, j'ai des contacteurs unipolaires, bipolaires, tripolaires, tétrapolaires. Donc, en général, les tétrapolaires, ce sont des contacteurs où est-ce que les 4 contacts, ce sont des contacts de puissance. Circuit magnétique. Alors, mon contacteur est constitué, bon, comme on l'a vu précédemment, d'un circuit magnétique mobile, d'où sont solidaires les contacts. Ensuite, d'une bobine et de circuit magnétique fixe. On va s'arrêter à la bobine. Alors, la bobine, c'est quoi? Ben, ce sont des spires qu'on a fait. Donc, si vous prenez un clou
que vous prenez un fil de cuivre, que vous entourez le clou avec le fil de cuivre, vous dénudez les deux bouts, vous prenez une petite pile de 4,5 V que vous alimentez. Si vous approchez ça vers un truc ferromagnétique, ça va l'attirer. Vous avez créé un électroaimant. Donc, en gros, c'est ça. L'avantage qu'il y a avec ça, c'est que je peux le faire fonctionner sur plusieurs tensions, de plus petites tensions jusqu'à la plus forte. Alors, 2, 5, 4, 6, 12, 24, 48, 200, 400, tout ce qu'on veut. C'est l'avantage, puisque en fin de compte, c'est cette partie commande-là qui permet justement l'aisance de pouvoir mettre en marche de grandes charges. Alors, au niveau magnétique, on a beaucoup de formules. Lenz, Weber, Tesla, Henry, tire-bouchon de Maxwell, tout ce qu'on veut. On a aussi au niveau magnétique les courants de Foucault. Alors, c'est pas Jean-Pierre Foucault, mais c'est Jean-Bernard Léon Foucault. Il est né en 1819 et il est mort en 1868. C'est un physicien astronome français. Au niveau, alors comme je parle de Foucault, au niveau de mon circuit magnétique fixe et mobile, mais on peut voir là plus clairement qu'on a plusieurs lamelles. Donc, en gros, c'est un circuit magnétique feuilleté. Ça, c'est lorsqu'on alimente mon contacteur en courant alternatif. Donc, ça, c'est pour dissiper justement les courants de Foucault. Alors, le courant de Foucault, on peut voir son application lorsque vous êtes dans un bus, par exemple, que vous voyez le chauffeur de bus, il appuie sur une manette comme ça, que le bus ralentit, ou dans une descente, il le met en place. Ce fameux dispositif qu'on appelle TELMA, technique électromécanique de l'Aveyron. Comme vous pouvez le voir, vidéo qui ralentit la rotation du moteur par un champ magnétique. On a des freins sur certains trains qui utilisent cette technologie-là. Ensuite, au niveau de mon circuit magnétique fixe, je peux voir que j'ai des bagues là. Ces bagues-là, ça s'appelle des spires de Frager. Ce sont des bagues de déphasage. Comme elle porte son nom, elle déphase le champ magnétique. Pourquoi? Parce qu'en alternatif, on a un problème, c'est qu'on a un courant qui fait 50 Hz, qui change de sens tous les 0,02 secondes. Le souci, c'est en changeant de sens, de polarité, il y a un moment qu'il y a un passage par zéro. Et ce passage par zéro-là, il aurait tendance à faire vibrer ma bobine avec mon circuit magnétique. C'est-à-dire que mon circuit aurait tendance à faire ça, bon, rapidement. Donc, comme il ne le fait pas suffisamment fort, il va ronfler. Donc, pour éviter qu'il ronfle, on intercale dans mon circuit magnétique ces bagues de déphasage-là. Elles ont pour but de fournir un champ magnétique secondaire déphaseux en bleu par rapport au flux de la bobine principale en rouge. Donc, qui ne sentent pas le passage par zéro. Donc, il reste collé. Si c'était en courant continu, on n'a pas ce phénomène-là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi au niveau du contacteur? Bon, on a des amortisseurs, des amortisseurs. Ça permet d'absorber le choc. Ensuite, autre chose, au niveau de mon circuit magnétique. Lorsque mes deux circuits magnétiques vont se rapprocher, ils vont se coller. Le souci qu'on a avec le magnétisme, on a ce qu'on appelle flux rémanent. Alors, on peut voir ça lorsqu'on fait la courbe d'hystérésis. C'est-à-dire que même en enlevant l'alimentation de la bobine, les circuits magnétiques auront tendance à rester collés. C'est comme lorsque vous aimantez un tournevis, vous allez voir que même après avoir enlevé l'aimant, le tournevis reste collé. Donc, c'est pour ça, au niveau de mon circuit magnétique, la partie du milieu, on a laissé un petit espace qui s'appelle un entrefer. Ça, c'est justement pour permettre, au moment de la mise hors tension, que les deux circuits magnétiques puissent se séparer. Donc, en gros, c'est le principe de contacteur. Voilà. Donc là, nous allons voir un démarrage direct de moteur en synchrone avec bouton tournant et bouton poussoir et auto-maintien. Donc là, je vais vous montrer le principe de fonctionnement d'un moteur asynchrone avec mon fameux contacteur. Contacteur, comme j'ai dit, avec son circuit de commande qu'on peut enclencher avec ce qu'on veut, avec une carte spéciale reliée au réseau Internet. Et depuis son smartphone, on enclenche le contacteur puisqu'on peut avoir des bobines de basse tension et enclencher un moteur. Donc ça, c'est un détail. Au niveau de mon alimentation, j'ai une protection pour l'ensemble. J'ai un transfo justement puisque je vais entrer en 220 et sortir en 24 pour alimenter mon circuit de commande. J'ai mon fameux contacteur qui peut être aussi avec des contacts rupteurs, donc des contacts NC, normalement fermés en position repos. Là, j'ai que des contacts NO, donc normalement ouverts, mes contacts de puissance et mon contact de circuit de commande. Au niveau de mon disjoncteur moteur, donc c'est lui qui va permettre de protéger mon moteur au cas d'un défaut, bien que l'arbre reste coincé. Avec le contact 95-96, ce sont des contacts NC, donc ils sont fermés en position normale. Et au moment de défaut, ils vont s'ouvrir. Là, j'ai mon contact arrêt qui est rouge, donc c'est là un contact NC. Et mon contact vert, c'est un contact NO.
Donc, le premier fonctionnement, c'est avec un bouton tournant. Donc, je vais montrer là. Donc là, j'ai mis en route mon moteur. Et imaginez que pendant le fonctionnement, il y a une coupure de l'énergie. Tac, il va s'arrêter. Et si le courant revient, eh ben, le contacteur, il se remet en route. Donc, si dans mon circuit, j'ai un arrêt d'urgence à accrochage, j'appuie sur l'arrêt d'urgence. Et à ce moment-là, mon truc, il s'arrête. Mais si par mégarde, j'ai une coupure et que mon arrêt d'urgence a été enlevé, si le courant revient, le moteur va redémarrer. OK? Donc là, maintenant, je vais vous montrer en utilisant un bouton poussoir, mais avec le Trend 14 en auto-maintien. Donc là, j'enlève ça. Voilà. Bon, maintenant, je vais utiliser mon contacteur en utilisant le contact 13-14 avec l'auto-maintien. Et vous montrer la différence par rapport à l'autre. Donc là, je mets mon alimentation. Et là, je peux mettre mon moteur en route. Donc là, on voit que le moteur tourne. Je peux l'arrêter. Je mets mon moteur en route. Et imaginez que j'ai une coupure du secteur. Ça coupe. Mais si le secteur revient, voilà, mon moteur ne se remet pas en route. Parce que justement, l'auto-maintien n'est plus alimenté. Alors, c'est pareil. Si je mets en route et qu'il y a un défaut sur mon moteur, à ce moment-là, le circuit de mon relais thermique va ouvrir le circuit et mon moteur s'arrête. Donc, c'est les deux modes de fonctionnement qu'il y a. Après, avec les contacteurs, on peut faire des inverseurs de source, on peut faire des démarrages étoile-1, démarrage statorique. Il y a beaucoup de variantes qu'on peut faire avec les contacteurs. Voilà, bonne journée à vous.